Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour cette présentation. J'espère que vous avez tous vos salades, sushis, sandwichs pour ne pas mourir de faim pendant ce premier webinaire de rentrée. L'idée aujourd'hui, c'est donc de faire ce webinaire sur l'inaptitude au travail, qui est un sujet donc, qui nous intéresse naturellement beaucoup, qui vous intéresse également dans les entreprises, parce que c'est un sujet complexe, naturellement, juridiquement. Il y a beaucoup de règles à assimiler, beaucoup de jurisprudence qui évolue. Et puis, c'est un sujet qui est devenu un sujet un peu complexe socialement, puisque certains salariés ou peut-être avocats de salariés en ont fait finalement un outil de négociation pour essayer de tordre le bras aux employeurs pour faire sortir des salariés de l'entreprise. Alors, c'est des cas qui sont fort heureusement assez rares hein, et pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, même si on peut ne pas approuver éventuellement le procédé. Ceci étant, ça génère de plus en plus de dossiers d'inaptitude dans les entreprises et de plus en plus donc, de licenciements pour inaptitude qui vont avec. Donc, la présentation d'aujourd'hui, la voici. Je vais passer en mode présentation. J'espère que vous voyez bien également. Et je vais cacher ça. Voilà. Donc, la présentation donc, sur l'inaptitude au travail aujourd'hui, on va parler de la constatation de l'inaptitude, de ses conséquences et naturellement de la procédure de licenciement. Donc, un tout petit rappel, naturellement, la procédure de licenciement pour inaptitude a été modifiée par la loi de 2016, le décret de 2016 également, et par les ordonnances Macron de 2017. Pour ceux qui travaillaient déjà dans le secteur avant ces dates-là, vous le savez, on avait une différence en fait, de procédure de licenciement pour inaptitude si on était sur une inaptitude non professionnelle ou sur une aptitude professionnelle. Pour rappel, l'inaptitude professionnelle, c'est d'origine professionnelle, c'est-à-dire que c'est suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. On était sur des régimes un petit peu différents. Là, cette réforme a permis un petit peu d'unifier les procédures et de rendre, on va dire, un petit peu plus simple pour éviter de se louper sur certains éléments de la procédure, l'ensemble des règles. Également, ce que ces réformes ont amené, c'est les échanges un peu plus formalisés entre l'employeur et le médecin du travail, et entre le salarié et le médecin du travail également, chose qui était très, très informelle avant cette réforme. Je vous ai remis la définition de l'inaptitude. Là-dessus, vous la connaissez, vous la regarderez de votre côté si vous le souhaitez. De toute façon, cette présentation vous sera adressée à la fin par email pour que vous ayez notamment toutes les références textuelles et la jurisprudence. Donc, premièrement, la constatation de l'inaptitude. Donc, on est sur, naturellement, il y a une procédure de constatation et ensuite, ça donne lieu à un avis d'inaptitude qui est délivré par le médecin du travail. Donc, la procédure de constatation, elle est définie par le Code du travail, elle se fait en 4 temps, puisque avant de délivrer un avis d'inaptitude, le médecin du travail doit examiner le salarié, naturellement le recevoir lors d'un entretien physique, réaliser ou faire réaliser une étude de poste. Donc ça va se faire en partenariat avec l'employeur, réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail, également au sein de l'entreprise avec l'employeur, et échanger avec l'employeur et le salarié sur justement ce qui a pu mener à cette inaptitude et ce qu'il va en advenir. Alors, donc, qui émet l'avis d'inaptitude? Extrêmement important, l'avis d'inaptitude, c'est le médecin du travail qui va l'émettre. Il a une compétence exclusive sur le sujet. Alors, naturellement, il arrive que des salariés viennent vous voir avec une sorte d'avis d'inaptitude qui a été émis par leur médecin traitant. Donc, ce n'est pas un avis d'inaptitude, en fait, c'est simplement potentiellement un certificat médical qui va dire je considère que le salarié n'est plus apte ou alors ne peut plus travailler de cette entreprise pour telle ou telle raison. Alors, naturellement, le médecin traitant, il a une compétence médicale, hein, on ne va pas revenir là-dessus et on ne va pas la remettre en cause. Ceci étant, il n'est pas médecin du travail et il n'est pas dans l'entreprise. Donc, il n'est pas capable, en principe, de constater une inaptitude à un poste et à des conditions de travail.
C'est donc important de faire la différence et quand vous recevez ce type d'éléments, voire éventuellement dans le cadre d'un contentieux, parce que ça arrive extrêmement souvent, dans le cadre de contentieux, on a des certificats médicaux qui sont versés au débat pour montrer que le salarié n'est pas en forme concrètement. Ça aussi, on ne le remet pas en cause, mais par contre, de là à en faire un lien avec le travail, c'est autre chose. Donc, il faut bien garder en tête que tout certificat médical qui est délivré par le médecin traitant ne peut pas être un avis d'inaptitude. Donc, le médecin du travail va l'émettre. À quel moment il va émettre cet avis d'inaptitude? Eh bien, ça peut être à l'issue d'une période d'arrêt de travail, donc par exemple lors d'une visite médicale de reprise. Ça peut être à tout moment pendant l'exécution du contrat de travail parce qu'il y a éventuellement un examen ponctuel qui est demandé par le salarié ou par l'employeur. Par exemple, un salarié qui vous dit pendant la relation de travail j'estime que je subis une souffrance au travail ou alors je suis harcelé, ce qui rejaillit sur mon état de santé, etc. Premier conseil, vous contactez le médecin du travail et vous lui faites passer une visite avec le médecin du travail. Lors de cette visite, potentiellement, le médecin du travail pourrait très bien vous dire « Oui, effectivement, le salarié n'est plus capable de tenir son poste, j'émets un avis d'inaptitude. » Ça peut arriver. Donc ça, c'est pendant l'exécution du contrat de travail. Et puis, lors de certaines embauches, dans des cas extrêmement particuliers, lorsqu'on est sur des postes avec un suivi médical renforcé, là, on est sur un vrai examen médical d'aptitude à l'embauche. Là aussi, dès l'embauche, le salarié pourrait très bien être déclaré inapte. Alors, naturellement, c'est très, très rare. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Mais en tout cas, juridiquement, c'est prévu. On a sauté une page. En revanche, cette inaptitude, elle ne peut pas être constatée lors des visites d'information et de prévention. Vous savez, c'est la visite qui, normalement, est prévue en début de contrat, qui était en fait l'ancienne visite de préalable à l'embauche. Sauf qu'aujourd'hui, les visites d'information et de prévention ne sont pas, à proprement parler, des examens médicaux. Donc, en principe, on ne peut pas constater l'inaptitude lors de cet examen. On ne peut pas non plus la constater lors d'une visite de pré-reprise, c'est-à-dire lorsqu'un salarié, par exemple, demande avant de reprendre le travail une visite au médecin du travail. Par contre, naturellement, ça peut déclencher le reste de la procédure, amener le médecin du travail à faire son étude de poste et son étude des conditions de travail pour ensuite avoir une vraie visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, recevoir à nouveau le salarié et là dire, oui, sur l'ensemble des constatations que j'ai faites, je peux émettre un avis médical et donc un avis d'inaptitude, ça c'est possible. Alors, la jurisprudence permet également de constater l'inaptitude du salarié en cours d'arrêt de travail, par exemple quand il y a une prolongation. Pareil, c'est assez rare parce qu'en général, on attend quand même le retour du salarié, mais notez-le, la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur le sujet. Comment est-ce qu'on fait la constatation? Donc, comme je le disais, alors, normalement, on a au moins une visite médicale avec le médecin du travail. Lors d'un examen unique, il est possible de constater l'inaptitude. Cependant, ce cas-là arrive dans deux cas en général, soit parce qu'il y a eu une visite de pré-reprise, soit parce que le médecin va considérer qu'il y a un danger imminent pour le salarié et qu'il ne peut pas rester dans l'entreprise. Alors, fort heureusement, ici aussi, on est dans des cas assez rares, ou alors on est dans des dossiers qui sont montés de toutes pièces, soit par le salarié parce qu'il essaye justement de tordre le bras à l'employeur pour tenter une négociation de départ. Donc, en gros, il va aller prétendre qu'il y a une situation qui en fait n'existe pas, mais il arrive à convaincre le médecin du travail, soit, et là pour le coup c'est très grave, parce que cette situation existe, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des situations extrêmement graves dans les entreprises, des situations de harcèlement moral, des situations où le salarié n'est vraiment plus capable d'exercer ses fonctions. Et ça, il faut vraiment les garder en tête parce que c'est important, il faut absolument protéger les salariés. Et donc, dans certains cas, effectivement, le salarié est amené à dire au médecin du travail « je ne peux pas y retourner et voilà les raisons ». Et là, le médecin du travail, lors d'un examen unique, va dire il est inapte à son poste et donc ça va entraîner un certain nombre de conséquences. Et puis, naturellement, lorsque de toute façon, vous négociez un départ avec un salarié et que vous avez décidé, dans le cadre de cette négociation, de faire un licenciement pour inaptitude pour des raisons d'optimisation, par exemple, là,
pour le coup, le salarié pourrait très bien dire au médecin du travail, écoutez, de toute façon, tout ça est fait dans un cadre négocié, lors d'un examen unique, ça peut suffire. Alors, ceci étant, là, en ce moment, on a un dossier, par exemple, où c'est exactement le cas. On est en train de négocier le départ d'une salariée dans le cadre d'une inaptitude, et pour autant, lors de son premier examen, c'est-à-dire lors de sa visite de reprise, le médecin du travail lui a dit « Non, je ne peux pas émettre l'avis d'inaptitude aujourd'hui parce que, premièrement, je n'ai pas fait d'études de poste, je n'ai pas fait d'études des conditions de travail, donc laissez-moi faire tout ça et on se revoit dans 15 jours. » Donc, c'est ce qui s'est passé et il y a eu une deuxième visite de reprise. Et lors de cette deuxième visite de reprise, c'est là où le médecin du travail a émis son avis d'inaptitude. Alors, il y a d'autres petites précisions que vous voyez sur les slides, que le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail avant d'émettre son avis. Et puis, donc, du coup, je parlais du délai de 15 jours entre les deux visites médicales. Donc, comment est-ce que le médecin du travail va procéder? Il va en fait étudier le poste de travail, alors qui peut être aménagé ou pas, avec l'état de santé du salarié. C'est là où il va conclure, non seulement il voit l'état de santé du salarié, il va se dire non, cet état n'est pas compatible avec le poste actuellement, et également avec les conditions de travail. C'est-à-dire le poste, quelles sont les fonctions, les conditions de travail, c'est quel est l'environnement. Parce que l'un ou l'autre peut avoir un certain nombre de facteurs qui vont convaincre le médecin du travail à prononcer cette inaptitude. L'étude de poste, elle est réalisée soit par le médecin, soit par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la médecine du travail. Donc, c'est potentiellement les collaborateurs du médecin. Et très, très important, l'étude des conditions de travail, elle s'accompagne d'une formalité obligatoire qui est l'actualisation de la fiche d'entreprise. Alors, la fiche d'entreprise, quoi qu'il arrive, je vous conseille de l'actualiser régulièrement, une fois par an. Comme ça, au moins, vous êtes prêts. Lorsque vous avez ce genre de procédure à mener, on gagne au moins un petit peu de temps. Et ça se fait avec le médecin du travail également. Ensuite, il va y avoir des échanges qui vont être menés entre le médecin du travail et le salarié et l'employeur. Donc, avec le salarié, il faut un entretien physique, il faut qu'il le voie naturellement, puisque c'est un examen médical. Et les échanges qui sont faits, dont on parle en fait dans la loi, entre le médecin et le salarié, se font en général lors des examens médicaux. Il n'y a pas des échanges qui sont faits en parallèle, en fait, même si les textes sont un peu étranges à ce sujet et prévoient deux choses différentes qui sont l'examen physique et les échanges. Et puis, les échanges entre le médecin du travail et l'employeur. Alors là, on dit que c'est par tout moyen, mais ça peut être un rendez-vous physique, ça peut être des échanges téléphoniques, et puis ça peut être également des échanges de mails, ce qui est intéressant parce que ça permet un petit peu de tracer ce qui a été fait par l'employeur et donc, du coup, de s'assurer aussi de ce qu'a dit le médecin du travail. Les objectifs, naturellement, de tout ça, c'est que chacun puisse faire valoir ses observations sur potentiellement l'état de santé, sur les propositions qui sont faites par le médecin du travail. Le salarié peut très bien dire qu'il est en désaccord avec les préconisations et les indications qui sont faites par le médecin du travail. L'employeur aussi peut dire ça. Et pour l'employeur, donc c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, il peut démontrer ce qu'il a fait dans le passé, on va dire, pour la protection de ses salariés, etc. Il va aussi donner son avis, solliciter éventuellement des explications pour pouvoir voir ce qu'il va faire par la suite, prendre les mesures nécessaires ou éventuellement engager une procédure de licenciement si c'est le cas. Et puis, un point très important, et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'écrit quand même avec le médecin du travail, c'est que ça permet éventuellement d'éclairer l'employeur sur certaines situations. Donc, sur des avis d'inaptitude qui peuvent être sujets à interprétation, c'est-à-dire en fait, on ne comprend pas bien ce que le médecin du travail a voulu dire, ou alors on va lui dire, bah, écoutez, en fait, ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous n'avez pas pris en compte. Et là, je vais vous donner plusieurs exemples. On a eu un dossier où le médecin du travail, dans un premier avis, avait dit que le salarié en fait était inapte à son poste et il avait daté de cette première visite. Et puis il avait dit mais je voudrais quand même le revoir. Alors, ça peut paraître étrange parce qu'on dit si vous avez déjà considéré qu'il était inapte à son poste, normalement vous n'avez pas besoin de le revoir. Mais bon, soit, vous allez le revoir.
Et puis là, finalement, il vous redonne rendez-vous 15 jours plus tard. Et là, il dit, voilà, le salarié est inapte à la date du premier rendez-vous. Donc là, obligé de contacter le médecin du travail en disant, bah, attendez, si vous avez fait une deuxième visite, c'est peut-être pour confirmer l'inaptitude, mais donc normalement, l'inaptitude, elle est lors de cette deuxième visite. Là, le médecin répond, oui, effectivement, ce n'est pas la bonne date que je vous ai donnée. Et là, il vous redonne une date qui n'a encore rien à voir avec les 2 entretiens. Donc, obligé de recontacter encore. Et donc, c'est un échange interminable entre l'employeur et le médecin du travail pour, à la fin, finalement, ne pas savoir à quelle date exacte le médecin du travail a prononcé, ce qui a un intérêt, vous le verrez par la suite, en termes de reprise de paiement de salaire, mais on était dans le flou complet. Alors, c'est un dossier qui est parti au contentieux, je n'ai pas encore le résultat, mais peut-être que cette difficulté qu'on a eue avec le médecin du travail va jouer sur le dossier, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut favoriser l'écrit pour avoir des précisions éventuelles. Ensuite, il y a un point également très, très important, c'est que on a eu un dossier également où le médecin du travail a dit, oui, voilà, je donne des préconisations. En fait, moi, je considère qu'il est inapte, mais il pourrait quand même occuper tel ou tel poste. Alors, tel ou tel poste, ça veut dire, alors c'était dans les travaux publics, et il nous disait, il pourrait, alors, il faut pas qu'il y a pas de, il y a une interdiction qu'il porte des charges lourdes, mais il pourrait faire, par exemple, un poste sur un chantier où il pourrait aider à… C'était pour faire de l'enrobé en fait, sur une route. Et là, on a dit au médecin du travail, mais écoutez, en fait, ce n'est pas possible parce que l'enrobé, ça nécessite de porter des choses un peu lourdes, ne serait-ce que les seaux dans lesquels vous avez l'enrobé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ce sont des seaux en bois. Potentiellement, ça peut faire… le seau en lui-même fait 5 kilos. Donc, quand vous rajoutez l'enrobé dedans, on arrive aux 10 kilos facilement et on avait une limite de 10 kilos. Donc, ça ne collait pas. Mais vous avez beau échanger de temps en temps comme ça avec le médecin du travail, potentiellement, il n'en démord pas. Il va vous rendre encore une fois un avis avec des explications qui n'ont pas de sens. Donc, heureusement, ça n'arrive pas souvent, rassurez-vous, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, généralement, pas de bol, le dossier part au contentieux et après, vous devez aller expliquer ça au Conseil des prud'hommes. Donc là, par exemple, dans ce dossier, j'avais été regarder simplement sur des sites internet de vente de matériel de BTP combien pesait le seau, en disant quelle était la quantité qu'on pouvait mettre dedans. Donc, du coup, ça allait rajouter tel poids. Et c'est comme ça que j'ai réussi à démontrer que de toute façon, ça ne collait pas et que ce genre de poste ne pouvait pas être adapté à l'employeur, à ce salarié. Et donc, on était sur une inaptitude en fait totale. Et c'est pour la raison pour laquelle, il était inapte à son poste, et 2, on n'avait pas de solution de reclassement à lui proposer derrière. Donc voilà, donc des fois, il faut un petit peu aller creuser, et avec le médecin du travail, et soi-même, pour pouvoir un petit peu se débrouiller. Donc, en synthèse, la procédure de constatation de l'inaptitude, on vous l'a mise là, mais en gros, ça reprend les différents éléments que je vous ai donnés. Alors, l'avis d'inaptitude qui est rendu, 2 solutions. Soit l'état de santé du salarié lui permet de reprendre son poste, alors des fois avec quelques petits aménagements, et là, le salarié est apte, donc il n'y a pas de problème. Soit on sait qu'aucune mesure prise de transformation de poste, d'adaptation, etc., ne permettra de changer la situation, et là, on arrive à un avis d'inaptitude. Donc, l'avis d'inaptitude, c'est vraiment quand je ne peux pas adapter le poste actuel du salarié à son état de santé. C'est-à-dire que non seulement il est inapte à son poste, mais en plus, j'ai beau le changer, je ne trouve pas de situation. Donc là-dessus, il faut naturellement prendre en compte les préconisations du médecin du travail pour potentiellement changer un petit peu ou adapter le poste. Et il faut faire très attention à ces recommandations. Idéalement, si on arrive à les appliquer, c'est parfait. Si on ne peut pas, il va falloir pouvoir s'en expliquer. L'avis médical, donc l'avis d'inaptitude, il est transmis au salarié et à l'employeur. On dit par tout moyen, mais généralement, maintenant, ça se fait par email ou alors sur la plateforme de la médecine du travail à laquelle vous adhérez. Je passe sur la maladie professionnelle, mais il y a des formulaires à remplir en plus. Il faut naturellement conserver ses avis, puisque c'est l'une des pièces maîtresses, notamment dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, si on doit arriver jusque-là. Et puis, naturellement, il y a une copie de l'avis qui est dans le dossier médical du salarié au sein de l'entreprise. Donc, l'avis, il doit être motivé. Donc, ça, c'est important. La plupart du temps, il faut être clair, il ne l'est pas beaucoup, puisqu'on a simplement, en gros, inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Et puis, alors après, vous avez des choses éventuellement sur le reclassement, mais souvent, on est quand même
ça reste très basique, c'est soit inaptitude à tout poste dans l'entreprise, soit éventuellement inaptitude à tout poste dans le groupe, mais c'est extrêmement rare et pourtant ça pourrait être très utile. Donc, normalement, ça doit être un petit peu plus précis. Quand c'est précis en général, c'est que c'est des inaptitudes, on va dire, avec réserve. C'est-à-dire qu'en gros, il est inapte à ce poste, mais pour le coup, il pourrait être apte à d'autres postes. Et là, c'est là où d'ailleurs va s'enclencher toute une discussion avec le médecin du travail pour savoir éventuellement sur quel poste on va pouvoir le reclasser. Là, c'est ce sur quoi on va arriver. Et donc, le médecin du travail doit formuler un certain nombre d'indications, effectivement, sur les capacités du salarié à bénéficier d'une formation pour éventuellement adapter son poste. Le médecin peut d'ores et déjà également dire que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à une dispense de recherche de reclassement et on verra par la suite que le reclassement, c'est quand même quelque chose de très compliqué, notamment quand vous êtes dans un groupe de grande taille. Donc, il y a un certain nombre de mentions obligatoires. Donc, normalement, encore une fois, l'avis détaillé et motivé, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, les autres mentions, alors l'intitulé de poste naturellement, quand il y a des aptitudes avec réserve, si on est sur une maladie pro ou un accident du travail, et puis les délais et voies de recours, ça c'est dans le formulaire de base, puisque naturellement, il existe un formulaire qui a été établi par le gouvernement. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté maintenant. Au début, on balbutiait un peu parce qu'on avait des formulaires un petit peu différents. Aujourd'hui, tout est harmonisé, pas de difficulté. Quelques bonnes pratiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a un avis d'inaptitude incomplet ou ambigu, il faut absolument écrire au médecin du travail pour avoir des précisions. Notamment, on peut demander au médecin du travail quel type de poste le salarié peut exercer, puisque ça va servir pour le reclassement. Il peut proposer éventuellement des postes en disant mais est-ce que ça pourrait coller avec l'état de santé actuel du salarié, ou alors, encore une fois, expliquer pourquoi l'avis d'inaptitude n'est pas réaliste selon lui, ou éventuellement d'ailleurs l'avis d'aptitude, parce que concrètement, ça peut mener à ça. Si le médecin du travail vous dit non, mais votre salarié, il n'y a aucune difficulté, il peut reprendre son poste, et qui vous dit qu'il peut reprendre son poste, mais il n'a pas le droit justement de porter des choses lourdes, ben oui, mais donc ça veut dire qu'il est inapte. Et donc, il faut vraiment échanger avec le médecin du travail là-dessus et garder la trace de ces échanges parce qu'on a quand même beaucoup de contentieux sur ces sujets-là et il faut qu'on ait des pièces à produire dans le cadre de nos dossiers contentieux. Donc, la portée de l'avis. Naturellement, il faut prendre en compte ce que nous dit le médecin du travail. Si on n'applique pas volontairement les préconisations du médecin du travail, il faut pouvoir s'en expliquer, c'est extrêmement important, mais attention à faire vraiment avec beaucoup de retenue, si je puis dire, parce que potentiellement, ne pas prendre en compte les préconisations du médecin du travail, c'est manquer à son obligation de sécurité. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Lorsqu'on ne va pas y donner suite, ça veut dire que vraiment, on ne peut pas et il faut pouvoir s'en expliquer naturellement. Alors, l'avis du médecin du travail, vous le savez peut-être, mais il est contestable. Vous avez, que ce soit le salarié ou l'employeur, vous avez la possibilité, selon une procédure particulière devant le Conseil des prud'hommes, qui est une procédure qu'on appelle accélérée au fond, c'est-à-dire il n'y a pas de bureau de conciliation, on va directement discuter de l'avis d'une manière générale. Et alors, en général, donc du coup, la procédure, vous avez 15 jours à compter la notification de l'avis pour saisir le Conseil des prud'hommes. Et en général, ça mène à quoi? Ça mène à la désignation d'un expert pour savoir si oui ou non le salarié est apte ou pas. Parce que la décision du Conseil des prud'hommes qui va être rendue, en fait, va remplacer l'avis médical initial. Donc, en fait, le Conseil des prud'hommes n'est pas médecin, donc il doit s'appuyer sur un expert pour pouvoir rendre finalement un nouvel avis. Alors, il faut faire attention avec cette procédure parce que, alors, ce n'est pas forcément nous qui la déclenchons, c'est potentiellement le salarié qui ne va pas être satisfait justement de l'avis qui a été rendu. D'expérience, c'est des procédures très compliquées parce qu'elles sont très longues et alors, du fait de l'engorgement des juridictions ou éventuellement parce que c'est une stratégie
pour pouvoir maintenir le salarié dans son poste, puisque tant que l'avis d'inaptitude d'origine, il n'est pas suspendu. Donc, ça veut dire que soit vous prenez un risque et vous vous dites bah, « tant pis, moi je licencie quand même », malgré le fait que l'avis d'inaptitude potentiellement peut être remis en cause, parce que ça veut dire que derrière, si finalement le Conseil des prud'hommes vous dit bah, « non, ce salarié il était apte », bah, vous avez licencié pour inaptitude un salarié apte, donc votre licenciement, il sera sans cause réelle et sérieuse. Si, à l'inverse, vous décidez d'attendre la fin de la procédure, ce qui est quand même en général conseillé, eh bien, le salarié, il faut continuer à le payer. Puisque vous le savez, un mois après la reprise, un mois après l'avis d'inaptitude, il y a une reprise du paiement des salaires. Et donc, potentiellement, si vous avez une procédure qui dure plusieurs mois, comme on l'a déjà vu, eh vous avez un salarié qui ne peut pas travailler dans votre entreprise, puisqu'il est inapte, mais pour autant, vous ne l'avez pas encore. Donc, il faut le payer chez lui à rien faire. Donc, c'est des procédures en fait, qui peuvent amener un coût assez important. Et d'ailleurs, il faut réfléchir de temps en temps, est-ce qu'il ne faut pas finalement un peu foncer dans le tas, prendre des risques et vous dire, bon, bah, tant pis, moi je licencie quand même. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Mon licenciement va être sans cause réelle et sérieuse, ça va me coûter combien? Je regarde le barème Macron, potentiellement, ça ne me coûte pas très cher. Par rapport à maintenir un salarié pendant 8 mois, 9 mois, 12 mois dans l'entreprise payé à rien faire, bah, potentiellement le licenciement, même du coup non fondé, peut coûter moins cher. Alors évidemment, hein, c'est très politiquement incorrect de dire ça, mais d'un point de vue économique, ça a une certaine logique. Donc, il faut quand même le garder en tête. Donc, du coup, les remarques qui sont là, c'est celles que je viens de faire, et notamment vraiment garder en tête cette histoire de délai, parce que cette procédure peut être quand même particulièrement longue. Alors, les conséquences de l'inaptitude maintenant. Donc, les conséquences, c'est notamment, en premier lieu, l'obligation de rechercher un reclassement. Alors ça, c'est le principe. Le principe, c'est qu'on doit, dans tous les cas d'inaptitude, professionnelle ou non professionnelle, on doit chercher une solution de reclassement dans l'entreprise. Alors dans les TPE, c'est facile parce que vous savez exactement à un instant T quels sont les postes que vous avez. Quand vous avez 20 salariés, vous savez s'il y a des postes vacants ou pas, vous savez si vous avez un besoin ou pas. Et donc, du coup, ça peut se faire rapidement et vous pouvez le faire dans votre fameux délai d'un mois pendant lequel vous ne payez pas encore le salarié. Dans les grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué et certains grands groupes ont mis en place des cellules de reclassement au niveau du groupe, mais ça peut prendre du temps et c'est pareil, ça vous amène des fois à des procédures de reclassement qui sont extrêmement longues où vous avez recommencé à payer le salarié et là, vous pouvez vous interroger encore une fois sur, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de chercher un poste de reclassement pendant 12 mois et payer un salarié pendant 12 mois à rien faire chez lui par rapport à prendre le risque de le licencier. Et d'ailleurs, le licencier, peut-être s'il conteste, éventuellement l'indemniser un peu plus. Ça peut aussi se résoudre à l'amiable, ce genre de situation. Mais quand on sait à l'avance qu'on ne va pas avoir de poste de reclassement à proposer, potentiellement, c'est quand même ça peut être une perte de temps. Maintenant, naturellement, c'est tout à l'honneur de ces groupes qui ont mis en place ce type de procédure parce que ça veut dire qu'on a vraiment envie de remettre les gens au travail et ça, c'est quand même extrêmement bien. Donc, l'obligation de reclassement, c'est une obligation de moyens, donc on n'est pas obligé d'y arriver, parce que des fois, il n'y a pas de poste, tout simplement. Et comment est-ce qu'on va chercher ces postes de reclassement? Notamment par rapport aux conclusions du médecin du travail, et les indications qu'il a fait sur l'inaptitude, sur l'état de santé, etc. Et sur potentiellement les formations. Alors, quels emplois nous devons proposer? Premièrement, un emploi qui est approprié aux capacités du salarié. Naturellement, si vous avez un ouvrier qui est déclaré inapte, vous n'allez pas lui proposer un poste d'ingénieur. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, il faut regarder un petit peu le parcours du salarié. Il faut regarder également ce qu'a fait le salarié avant comme poste pour avoir éventuellement proposé un poste aussi comparable que possible à celui qu'il occupait précédemment. Et puis, il faut que ce soit un emploi naturellement disponible, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de créer un poste. Vous pouvez simplement regarder s'il y a des postes vacants. Alors, les postes vacants, ça peut aussi être des CDD de remplacement, il faut le savoir. La Cour de cassation s'est prononcée sur le sujet, donc il faut vraiment bien regarder. Les juridictions regardent vraiment si on a cherché à adapter quand même un peu le salarié, à le former, etc. Demande également si on a fait… Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps maintenant, c'est est-ce que vous lui avez fait faire un bilan de compétences à votre salarié pour savoir où le reclasser?
Alors pareil, dans un grand groupe, oui. Dans une TPE, bah non, parce qu'un bilan de compétences, ça va coûter 3 000 €. Ce licenciement va déjà me coûter cher. Non, je n'ai pas 3 000 € à mettre dans un bilan de compétences pour un salarié qui va nécessairement être licencié. Mais pourtant, c'est une question qui est posée extrêmement souvent par les conseillers prud'homaux pour s'assurer qu'on a tout fait pour chercher un poste de reclassement. Donc, la recherche de reclassement, le périmètre, on va chercher naturellement au sein de l'entreprise, mais on va chercher également au sein du groupe. Alors, heureusement, maintenant, sur le territoire national. Rappelez-vous, peut-être avant, la réforme, c'était à l'international. Donc, quand vous aviez des groupes qui avaient des dizaines de milliers de salariés dans le monde, il fallait aller chercher dans toutes les filiales du groupe, dans le monde, si on avait des postes de reclassement. J'ai souvenir d'un dossier au Conseil des prud'hommes de Martigues, où le président d'audience, qui manifestement avait envie de nous condamner, m'a demandé de produire les registres du personnel de toutes les entreprises du groupe dans le monde. C'est-à-dire, on était en train de parler de centaines, voire de milliers d'entreprises, pour pouvoir démontrer que je n'avais pas de poste de reclassement. Naturellement, c'était impossible à faire et de toute façon, c'est ce que je lui ai répondu. Ça a été en départage, donc c'était déjà une bonne nouvelle parce qu'ils se sont rendus compte qu'en gros, il avait un petit peu abusé, ce président. On prend en compte également les souhaits du salarié pour le reclassement, puisqu'il faut regarder, en général, ce qu'on demande, c'est notamment le secteur géographique au sein duquel il peut être reclassé. Quand vous avez quelqu'un qui habite à Paris, mais il n'a pas spécialement envie de déménager à Nice ou au Pays Basque ou à Lille pour pouvoir être reclassé. Il va vous dire je veux bien un petit peu sortir de l'Île-de-France, mais quand même pas très loin parce que nécessairement, changement de poste et changement de lieu de travail, ça a des implications sur la vie personnelle et familiale. Quelques bonnes pratiques très rapidement. Il faut bien garder tout ce qui est fait naturellement en termes de recherche de reclassement. Il faut bien prendre en compte toutes les caractéristiques du poste, des postes proposés, de l'avis d'inaptitude qui a été rendu, le passé du salarié. Tout ça, en gros, tous ces critères-là vont être pris en compte pour rechercher les postes de reclassement. Quand vous faites une recherche de poste au sein du groupe, c'est-à-dire au sein des différentes sociétés, on va dire qu'il faut faire le mieux possible. C'est impossible de toute façon de contacter toutes les sociétés en général, mais il faut chercher. Alors après, attention, au sein du groupe, ce n'est pas toutes les sociétés au sein desquelles il faut chercher, c'est les sociétés au sein desquelles il y a une permutation possible de personnel. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une société qui a une activité qui n'a absolument rien à voir avec celle qui vous occupe, je vous donne encore un exemple. On est sur une activité de travaux publics avec des ouvriers et vous avez une société sœur qui est une société où il n'y a que des ingénieurs. Cette société-là, vous n'allez pas l'interroger parce qu'elle ne rentre pas dans votre champ de recherche de reclassement. Mais pour autant, il faut quand même essayer d'inonder vos sociétés sœurs pour savoir s'il y a des postes qui sont disponibles, les relancer au moins une fois, mais voire un peu plus, parce qu'en général, on envoie quelques dizaines de courriers, on a 10 réponses, et en fait, quand vous vous retrouvez devant le conseil des prud'hommes pour dire regardez, on a cherché un poste, ça ne satisfait pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est compliqué à faire, c'est très chronophage, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive éventuellement à gagner des dossiers. Le poste, donc du coup, les postes de reclassement faits aux salariés, en gros, vous avez satisfait votre obligation quand vous avez bien pris en compte donc, tous les éléments dont je vous ai parlé, tous les critères de recherche de poste. Les propositions de reclassement, quand vous en avez, elles doivent être faites par écrit et elles doivent être extrêmement précises. Le salarié peut contester ces différentes les postes de reclassement et vous pouvez solliciter le médecin du travail à nouveau. D'ailleurs, en général, on le consulte également en amont pour savoir si les solutions de reclassement sont adaptées. Alors, vous avez, en gros, je vous ai mis là, quand est-ce qu'il y a violation de l'obligation de reclassement? En gros, c'est quand on n'arrive pas à démontrer qu'on a bien cherché, c'est quand éventuellement on a fait une proposition mais qui n'est pas du tout précise, donc le salarié ne peut pas se prononcer dessus, ou alors quand on n'a pas cherché suffisamment large, notamment quand on a un groupe. Si on a cherché que dans notre entreprise, là, c'est sûr qu'on s'est loupé dès le début. Donc, il faut faire extrêmement attention là-dessus parce que, encore une fois, ça a un impact sur la validité de votre licenciement. Donc, je vous ai dit, la recherche de reclassement, c'est le principe. Mais il y a naturellement une exception, des exceptions, puisqu'on
on peut avoir des dispenses d'obligations de recherche de reclassement, et c'est notamment, enfin la plus connue, c'est quand le médecin du travail écrit spécifiquement sur l'avis médical que soit tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. J'ai envie de dire, c'est un peu, ça nous aide beaucoup quand le médecin du travail fait ça, parce que quand vous êtes dans un grand groupe, que vous avez normalement une obligation de recherche de reclassement, autant vous dire, si vous avez plusieurs centaines de sociétés, vous avez perdu d'avance devant le Conseil des prud'hommes. Alors, pour être tout à fait exact, devant le Conseil des prud'hommes, on arrive à passer les dossiers. En cour d'appel, vous perdez votre dossier. Parce que la cour d'appel vous dit, non, non, mais vous êtes suffisamment gros, je ne vois pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de poste de reclassement dans votre groupe. Donc, quand vous avez un avis médical qui vous dit dispense express de reclassement, eh bien là, on remercie le médecin du travail parce que concrètement, ça veut dire que votre dossier, vous allez pouvoir normalement le passer. Il y a un autre cas qui existe, hein, c'est quand on a une cessation d'activité. Là, effectivement, on n'a pas de recherche de reclassement à faire. Alors, autre point important, naturellement, sur les conséquences, c'est la consultation du CSE. La consultation du CSE, donc maintenant, pareil, un principe, une exception. La consultation du CSE, elle ne doit pas être faite sur l'inaptitude du salarié ou l'état de santé du salarié. Elle doit être faite sur le reclassement du salarié. Et cette consultation du CSE, maintenant, depuis la réforme, elle doit être faite pour les inaptitudes d'origine professionnelle et non professionnelle. Donc, vous devez, le principe, encore une fois, c'est que vous devez consulter le CSE, mais il y a maintenant une exception. On l'attendait de pied ferme, puisque au mois de juin dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur une situation qui semblait tout à fait logique, mais on attendait quand même une réponse. C'est que vous n'avez pas à consulter votre CSE sur les mesures de reclassement, naturellement, quand le médecin du travail vous a donné en gros un cas express de dispense de reclassement. Ça semblait logique, mais encore une fois, un certain nombre de salariés, salariés et d'avocats salariés continuaient à tenter de faire tomber le licenciement sur cette base-là. Alors, fort heureusement, beaucoup de cours d'appel s'étaient prononcés dans notre sens et disaient ça semble quand même assez logique, mais là, la Cour de cassation s'est prononcée au mois de juin. Donc, là-dessus, vous avez cette exception. Alors, quand vous avez, en revanche, une consultation obligatoire du CSE, la consultation, elle doit avoir lieu donc, après l'avis d'inaptitude, naturellement, et avant la proposition de reclassement, puisque c'est en fonction des résultats de cette consultation qu'on va pouvoir se dire, oui, ce poste, je le propose, ou alors je ne le propose pas. Naturellement, vous allez convoquer votre CSE. Donc, avec la convocation, vous allez remettre un certain nombre de documents. L'avis d'inaptitude, naturellement, puisque c'est la pièce maîtresse, c'est là-dessus où le médecin du travail a donné toutes ces indications. Et puis, d'autres documents. Généralement, ce qu'on fait, c'est une petite fiche du salarié avec son passé, son CV, les postes qu'il a occupés, ses capacités, etc. Éventuellement, ses souhaits de mobilité. Et naturellement, donc c'est les réponses qu'il a apportées. Et puis, quand on a des postes de reclassement à apporter, on va lister les différents postes avec les caractéristiques, le lieu de travail, le salaire, etc. Donc, sur cette base, le CSE va pouvoir vous rendre un avis. Cet avis, il est purement consultatif, il n'est pas liant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le suivre. Et donc, du coup, ça va être normalement sans incidence sur notre procédure et de reclassement et potentiellement sur notre procédure de licenciement. En revanche, si vous ne respectez pas votre obligation de consultation, deux conséquences. La première, qui n'arrive jamais, mais qui est prévue par les textes, c'est naturellement un délit d'entrave, puisque vous avez en gros omis de consulter là où vous deviez le faire. Donc, en gros, vous n'avez pas fait participer votre CSE à une procédure qui était pourtant obligatoire. Donc, le délit d'entrave peut exister. Moi, je ne l'ai jamais vu dans ce genre de cas. Et puis, surtout, la conséquence, c'est que votre licenciement, il va être jugé sans cause réelle sérieuse, que ce soit sur un cas d'inaptitude professionnelle ou sur un cas d'aptitude non professionnelle. Donc, cette consultation du CSE, elle est absolument essentielle, naturellement, quand vous avez l'obligation de la mener. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je passe extrêmement rapidement, mais je vous l'ai dit, une fois qu'on a une fois qu'on a notre avis d'inaptitude, pendant un mois,
le salarié n'est pas payé. C'est seulement au bout d'un mois qu'on va reprendre le paiement des salaires. Donc, dans les TPE, un mois, ça suffit en général à faire toute la procédure de licenciement et donc il n'y a jamais de reprise de salaire. Dans les grands groupes, c'est plus compliqué parce qu'on attend les réponses des sociétés sœurs, etc. Donc, pour savoir si on peut reclasser le salarié ou pas. À l'expiration de ce délai d'un mois, il y a cette reprise du versement des salaires. Un certain nombre de… Alors, peu importe l'inaptitude, pro, pas pro, et le degré d'inaptitude, de toute façon, il faut reprendre. On vous a mis quelques éléments ici. Naturellement, le salaire qui est versé, c'est par rapport à l'emploi qui était occupé avant. C'est tout le salaire. Donc, ça prend en compte notamment s'il y avait des heures sup qui étaient contractuelles. Il faut naturellement les payer. Si vous avez un 13e mois, il faut l'intégrer. Les éléments de variables éventuellement. Donc, c'est une reconstitution de salaire qui est un peu complexe à faire, mais il faut bien penser à tout. On ne peut pas se dire, c'est pas grave, je vais mettre mon salarié en congé payé, ça m'évitera de payer le salaire en plus, puis comme ça va solder un petit peu tout ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Et puis, extrêmement important, ça, on a déjà eu des contentieux sur le sujet, mais la reprise de salaire, elle s'impose même si le salarié est à nouveau en arrêt de travail. Alors, s'il se remet en arrêt de travail juste après l'inaptitude, l'avantage pour lui, c'est qu'il va être payé pendant le mois où vous ne le payez pas. Donc ça, OK, pas de problème. Par contre, au bout d'un mois, vous devez reprendre le paiement des salaires, même si le salarié est en arrêt de travail et que vous vous dites « mais c'est pas grave, il est payé par la Sécu et la prévoyance ». Non, vous devez le payer. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, le salarié, il est payé 2 fois. Et on va dire, c'est son problème vis-à-vis de la Sécu si il est payé 2 fois et si potentiellement la sécurité sociale et la prévoyance lui demandent le remboursement. C'est à lui, ça le regarde, c'est sa relation avec les organismes sociaux. Mais nous, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est payer le salarié. Donc ça, il faut faire attention parce que vous avez potentiellement et on en a eu, des contentieux devant le Conseil des prud'hommes en référé parce que la jurisprudence est très claire sur le sujet. Alors, cette inaptitude, une fois que le salarié est inapte et qu'on n'a pas réussi à le reclasser, eh bien, ça nous amène naturellement au licenciement. Donc, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Alors, on va passer un petit peu vite là-dessus, mais de toute façon, je répondrai aux questions si vous en avez à la fin. Extrêmement important à prendre en compte, puisque ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement donc, va vraiment avoir lieu quand on ne peut pas reclasser le salarié, ou alors qu'il y a un refus du salarié des propositions de reclassement qui lui sont faites, puisque ça arrive aussi, ou alors qu'on a effectivement certaines mentions du médecin du travail sur l'avis médical qui font que, de toute façon, le salarié ne peut pas rester dans l'entreprise. Donc, on doit naturellement pouvoir documenter notre licenciement, c'est-à-dire expliquer pourquoi on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on doit licencier le salarié et pourquoi on ne peut pas le reclasser. Et cette documentation, entre guillemets, se fait par une information préalable au licenciement, donc une information du salarié, donc qui est prévue par la loi, où en fait, vous faites un courrier au salarié pour lui expliquer simplement, suite à votre avis d'inaptitude, nous avons fait des recherches de reclassement, ou alors le médecin du travail a dit que de toute façon, on ne pouvait pas vous reclasser. Donc, on est désolé, mais en l'absence de reclassement possible, on va devoir engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est un courrier donc, du coup, qui est obligatoire, quel que soit le type d'inaptitude. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ce courrier est obligatoire quand on est sur une dispense de recherche de reclassement? Alors, certains vont vous dire, bah non, puisqu'on est juste en train de dire, ce qu'a dit le médecin du travail, donc ça fait un petit peu doublon, puisque en gros, on ne peut pas vous reclasser parce que le médecin du travail a dit qu'on ne pouvait pas vous reclasser. Mais bon, dans le doute aujourd'hui, il est quand même préférable de faire ce courrier. On est en train de parler d'un courrier qui en plus, alors qui certes doit se faire avant l'engagement de la procédure de licenciement, mais en gros, en pratique, c'est lundi, j'envoie mon courrier d'information sur l'impossibilité de reclassement. Mardi, j'envoie ma convocation entretien préalable. Et j'ai respecté juridiquement mon obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement. Donc, on vous conseille de le faire quand même dans le doute. C'est juste un courrier et au moins, vous aurez bien respecté la procédure. La procédure de licenciement, c'est une procédure qui est classique, convocation, entretien préalable, tenue de l'entretien préalable, notification du licenciement.
par lettre recommandée avec accusé de réception. Très important la lettre recommandée, hein. Le Code du travail la prévoit. Vous le savez peut-être, mais quand vous êtes sur un contentieux, de temps en temps, la lettre remise en main propre passe si le salarié en fait la produit lui-même. Naturellement, il ne va pas se dédire. S'il produit la lettre, le conseil de prud'homme va dire en fait, vous l'avez reçue, votre lettre. Donc, certes, il y a peut-être une irrégularité de procédure, mais le licenciement a bien été notifié. En revanche, attention, si vous voulez transiger derrière, il vous faut une lettre recommandée. Donc, le conseil, c'est faites une lettre recommandée tout le temps. N'oubliez jamais la lettre remise en main propre, vous l'évacuez, ça ne sert absolument à rien. Donc, la synthèse sur la procédure de licenciement, on constate et on informe sur l'impossibilité de reclasser, c'est le fameux courrier, la convocation, on tient l'entretien préalable. Alors, petite spécificité quand on a un salarié protégé, un représentant du personnel par exemple, il faut demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Donc là, naturellement, vous prenez minimum 15 jours, maximum 2 mois de délai dans la vue. Et puis ensuite, vous notifiez votre licenciement et vous faites les documents de fin de contrat, le solde de tout compte, etc. La lettre de licenciement, très important, elle doit être suffisamment motivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne licencie pas pour inaptitude. On licencie pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il faut vraiment que les deux parties de la phrase, on va dire, figurent dans la lettre. Parce que si vous dites simplement « il est inapte au poste », ça ne suffit pas. Vous pouvez vous faire retoquer votre licenciement juste pour ça. Et ça veut dire quand même que vous avez un licenciement sans cause réelle sérieuse avec des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle sérieuse. Un petit point très rapidement, mais l'absence de l'impossibilité de reclassement, donc, ce sont des dommages et intérêts. Donc, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce qu'on en a vu beaucoup des lettres de licenciement où il y avait juste indiqué licenciement pour inaptitude. Et donc, votre licenciement peut tomber. Et en plus de ça, attention, mais votre licenciement peut être considéré comme discriminatoire, parce qu'en gros, ça veut dire que vous avez fait un licenciement basé uniquement sur l'état de santé et pas sur l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Donc, idéalement, dans votre lettre de licenciement, pour qu'elle soit très précise, vous retracez tous les échanges, la constatation de l'inaptitude, les échanges avec le médecin du travail, les recherches de reclassement, etc., la consultation du CSE. Et là, vous avez une lettre qui est bien ficelée, vous avez toutes les précisions qu'il faut pour pouvoir justifier votre licenciement. Et donc, petite précision, c'est à la date d'envoi de la lettre, c'est la date d'envoi de la lettre qui marque la rupture du contrat de travail, comme pour les licenciements pour faute grave, par exemple. Les indemnités qu'il faut verser. Bon, ça, très simple. Quand on est sur une inaptitude non professionnelle, notre indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, les congés payés, et il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'indemnité de préavis. Si vous êtes sur une inaptitude pro, en revanche, là, vous avez ce qu'on appelle l'indemnité spéciale de licenciement, qui est donc égale au double de l'indemnité légale de licenciement, pas au double de l'indemnité conventionnelle, hein, attention. Par contre, si l'indemnité conventionnelle, donc simple, de licenciement, est plus avantageuse que le double de la légale, c'est la conventionnelle qui s'applique. Vous avez votre indemnité de congé payé également, et là, vous avez une indemnité qu'on appelle une indemnité compensatrice de préavis, mais ce n'est pas la même chose qu'une vraie indemnité compensatrice de préavis, parce que celle-là, elle n'ouvre pas droit à des congés payés. Donc, en fait, c'est un équivalent d'une indemnité de préavis. Et petite précision extrêmement importante, parce que ça, on l'a déjà vu dans les dossiers, si vous avez fait des propositions de reclassement aux salariés, que ces propositions étaient tout à fait honnêtes, étaient tout à fait réalistes et étaient précises, et que le salarié les a refusées, eh bien là, vous n'avez pas d'obligation de doubler l'indemnité légale de licenciement et vous n'avez pas d'obligation de verser l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, ça fait quand même une sacrée économie. Donc, ça vaut le coup quand même de chercher des postes. Naturellement, il faut faire ça de bonne foi, hein. On a eu un dossier il n'y a pas très longtemps. Le Conseil des prud'hommes, en fait, a simplement, alors sans rien justifier, hein, évidemment, mais il nous a dit, bon, non, vos propositions de reclassement n'étaient pas suffisantes, donc le salarié pouvait tout à fait les refuser. Donc, vous devez payer finalement ce que vous n'avez pas payé à l'époque. Bon, l'argumentation était très légère, on va dire, mais naturellement, ça mène malheureusement à des condamnations qui peuvent être importantes. Le salaire, donc les indemnités à verser sont basées, comme d'habitude, hein, sur les 3 mois ou les 12 derniers mois de salaire. Ça, c'est important, mais pour le calcul de vos indemnités, il faut prendre en compte le préavis qui aurait été exécuté
si on avait été sur un autre licenciement. Donc, si vous avez un cadre, par exemple, la plupart du temps, c'est 3 mois de préavis. Même si ce préavis, vous n'allez pas le payer parce qu'il n'y en a pas, eh bien, il faut prendre le préavis théorique dans le calcul de l'ancienneté pour le montant de l'indemnité de licenciement. Quelques points de vigilance très rapidement avant de passer aux questions. Donc, en gros, comment font les salariés maintenant pour contester leur licenciement pour inaptitude? Eh bien, on a beaucoup de dossiers où c'est « oui, mais ce qui a mené à mon inaptitude, c'est du harcèlement moral ». Et donc, effectivement, la jurisprudence vous dit que si du harcèlement moral a mené à une inaptitude, attention, le licenciement peut être jugé nul, pas seulement sans cause réelle et sérieuse, mais vous pouvez avoir une nullité, ce qui veut dire que votre minimum d'indemnisation est plus élevé, puisqu'on est à 6 mois et pas à 3 mois du barème Macron. Ensuite, ils vont souvent sur l'absence de consultation du CSE, puisque potentiellement, vous avez un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Naturellement, ils vont sur le reclassement. Ça, j'en ai parlé longuement tout à l'heure, mais dès que vous êtes dans un groupe, c'est un peu du pain béni d'aller contester la recherche de reclassement parce que c'est très, très simple de dire écoutez, moi, je vois que vous avez ne serait-ce que 200 sociétés. Je ne vois pas les courriers que vous avez envoyés à ces 200 sociétés pour leur demander s'ils avaient des postes. Donc, j'estime que votre recherche de reclassement, elle est un peu légère. Et voilà, moi, je produis un organigramme du groupe. Regardez celle-là, je suis sûr qu'il y avait un poste pour moi. Et là, ça suffit des fois à convaincre. Encore une fois, la cour d'appel, un conseil des prud'hommes, on arrive à leur retourner la tête suffisamment pour leur faire comprendre que ce n'est pas possible des fois. Mais la cour d'appel, il n'y a rien à faire. Eux, ils considèrent qu'on doit vraiment chercher jusqu'au bout. Ils sont peu pragmatiques sur le sujet, il faut bien l'admettre. Aussi, dans ces dossiers, il faut garder en tête, souvent les salariés vont sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Ça peut mener à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis, gardez en tête également, un point important, mais quand vous avez une nullité du licenciement, le barème Macron ne s'applique pas. Donc, aujourd'hui, on sait que le barème Macron est applicable dans les cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a eu pendant très longtemps un débat là-dessus, mais fort heureusement, la Cour de cassation s'est prononcée. En revanche, nullité du licenciement, pas de barème, déplafonnement, et donc du coup, ça peut vous amener à des indemnisations qui sont extrêmement élevées. Je vous passe maintenant la main pour les questions. J'arrête le partage d'écran et j'active le chat. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. En principe, je devrais y répondre si je connais la réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à taper vos questions dans la chat box. Je vous laisse quelques instants. J'espère que tout ça a été très clair. Il y a beaucoup de choses probablement que vous connaissiez déjà, donc je ne vous ai pas forcément appris beaucoup de choses nouvelles. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a voulu revenir quand même sur ce sujet? C'est parce que c'est un sujet, encore une fois, qui touche beaucoup d'entreprises. Avant, on allait taper sur les grands groupes parce que c'était plus facile, notamment pour aller contester l'obligation de reclassement. Mais aujourd'hui, il faut quand même se dire que même dans les TPE, certains salariés ont pris le pli, se sont renseignés, ont vu qu'ils pouvaient se faire licencier pour inaptitude et avoir une indemnisation intéressante, et en plus pouvoir contester derrière le licenciement, parce que cette procédure, elle est compliquée. Donc, la petite différence, c'est qu'en général, dans les grands groupes, la procédure est parfaitement suivie, c'est très bien fait, mais en revanche, vous avez un risque en fait de remise en cause de votre licenciement à cause du reclassement et à cause du nombre d'entreprises qui constituent le groupe. Et dans les TPE, en fait, on a vite fait de se louper sur la procédure parce qu'elle est compliquée. Donc, généralement, c'est un peu ça la différence dans les dossiers prud'homaux qu'on traite. Et quand on est, les quelques fois où on est côté salarié, eh bien là, on se retrouve à des fois jouer un peu le jeu et à se dire moi aussi, je vais aller mettre un petit coup de pression sur l'employeur pour obtenir une inaptitude. Mais il faut quand même savoir que négocier un départ pour un salarié via un licenciement pour inaptitude, ça n'apporte pas forcément grand-chose, si ce n'est que dans certains cas, on arrive à passer, par exemple, la partie préavis dans le cadre d'une indemnité de conciliation, par exemple, donc il peut avoir un régime social et fiscal plus intéressant, ou alors éventuellement dans le cadre d'une transaction. Et on peut se dire que le risque prud'homal est un peu moins élevé parce qu'on a une apparence de licenciement quand même extrêmement propre.
Mais sinon, bon, c'est quand même assez rare hein, quand on passe par ce biais-là. Alors, je vois qu'il y a une question. Le médecin du travail doit-il obligatoirement remettre un avis écrit au salarié lors d'une visite de pré-reprise? Et le délai entre les 2 visites est-il obligatoirement de 15 jours? Le délai de 15 jours, c'est entre les 2 visites de reprise. Et le délai de 15 jours, il doit être respecté. Si jamais le médecin du travail dit « je n'ai qu'une seule, je prends un avis d'inaptitude en une seule visite », il a 15 jours pour rendre l'avis. C'est-à-dire qu'en gros, lors de la visite, il va nous l'annoncer et ensuite, il a 15 jours pour l'envoyer, basiquement. En pratique, le médecin du travail remet son avis le jour même. Voilà. Et lors de la visite de pré-reprise, non, il n'y a pas d'avis d'inaptitude puisque l'inaptitude ne peut pas être prononcée lors de la pré-reprise. En général, lors de la pré-reprise, on vous convoque à une nouvelle visite qui va avoir lieu cette fois une fois que vous avez repris votre emploi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse 2 minutes, ce qui vous permet de finir de manger également pour reprendre le boulot derrière. Non, personne n'a de questions? Eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser… ah si, pardon, une question. J'ai une problématique dans un dossier. Une salariée a été arrêtée pendant plus d'1 an via un certificat d'isolement. Et alors, quelle est la question? Liée au Covid, oui, naturellement. Alors, la question va certainement être, est-ce que potentiellement, elle peut être déclarée inapte? Tout va dépendre du résultat de sa visite de reprise. Alors, est-ce que c'est ça la question? Je vous laisse compléter. Voilà. Alors, l'employeur n'a pas demandé de visite auprès de la médecine du travail, ni inaptitude, et la salariée n'a pas voulu faire de nouveaux certificats liés au décret. Quel est le risque pour l'employeur qui a licencié du coup pour absence injustifiée? Alors, on est sur un autre type de licenciement, puisqu'on n'est pas sur un licenciement pour inaptitude. Donc, le risque, c'est qu'on a effectivement certains cas où on doit aller sur une inaptitude, enfin, on doit en tout cas provoquer des visites de reprise pour potentiellement avoir une inaptitude. Je vous donne un exemple, mais quand vous avez un salarié qui est classé en invalidité de 2e catégorie et qu'il en informe son employeur et qu'il ne lui dit pas qu'il ne veut pas reprendre le travail, l'employeur a l'obligation de le convoquer, de le faire convoquer à une visite de reprise. Et là, en général, le salarié est déclaré inapte à son poste et donc on doit déclencher une procédure d'inaptitude. Voilà, ça fait partie des obligations. Là-dessus, si on est sur le même cas, parce que du coup, je ne vois pas la référence au décret, mais si on est dans le même cas, on a un risque effectivement parce que si on a une obligation de déclencher une visite de reprise, alors, est-ce qu'on peut préjuger, est-ce qu'il va y avoir une inaptitude ou pas? Ce n'est pas certain parce qu'en gros, quand on est sur un isolement lié au Covid, ce n'est pas forcément qu'on est inapte à son poste, donc on est quand même dans un cas extrêmement différent. Mais en revanche, si on part sur un autre type de licenciement, c'est-à-dire en fait un salarié qui n'est pas là pendant très longtemps, et notamment pendant 1 an, et que ça désorganise l'entreprise, il faut être capable de le démontrer, et qu'on a une nécessité de le remplacer dans son poste, eh bien là, on est sur un type de licenciement qui n'est pas un licenciement pour inaptitude et qui est, on va dire, le seul cas de licenciement qu'on a le droit de faire qui est lié à l'état de santé du salarié, c'est j'ai un salarié qui est absent pour maladie depuis longtemps, ça désorganise l'entreprise, je dois le remplacer impérativement par quelqu'un sur le même poste, en CDI, même durée du travail. Et là, votre licenciement, il est justifié. Si vous loupez un de ces critères-là, c'est-à-dire en gros, si vous n'arrivez pas à démontrer que le salarié, que son absence désorganise l'entreprise, ce qui est souvent compliqué à faire quand même. Deuxièmement, que vous le remplacez sur le même poste, de temps en temps, on oublie. Donc ça, pareil, critère important. Et surtout qu'il y a eu des longues absences.
Si vous avez par exemple un salarié qui vous dit « moi, je dois me faire opérer et je sais que je vais être absent pendant 6 mois », vous pouvez vous organiser. Donc, vous n'arriverez pas à faire ce type de licenciement pour absence longue, même si l'absence, elle est longue. Si en revanche, vous avez un salarié qui est absent 1 mois, puis 2 semaines, puis 3 semaines, puis un mois, puis 3 mois, alors là, vous n'arrivez pas, vous n'avez aucune visibilité sur son retour. Là, ça va jouer sur votre premier critère qui va être les absences longues et répétées. Et ensuite, vous arrivez un peu plus à démontrer votre désorganisation parce que potentiellement, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir et quand est-ce qu'il va être capable et comment vous allez pouvoir le remplacer, par qui et à quel moment. Donc ça, c'est important aussi. Mais on est sur vraiment un autre type de licenciement. Ce n'est pas du licenciement pour inaptitude. Alors, attendez, là, on a les questions qui affluent d'un coup. Alors, j'ai une salariée qui arrive au bout de 3 ans de prise en charge de l'assurance maladie. Si elle n'est pas en mesure de reprendre le travail, je suppose que le licenciement pour inaptitude sera la seule solution. Alors, quand on est sur 3 ans de prise en charge de l'assurance maladie, en principe, c'est là où on passe justement sur l'invalidité de 2e catégorie. Donc ça va se faire effectivement avec la sécurité sociale. Ou au terme d'une visite avec la sécurité sociale, en fait, donc c'est le médecin inspecteur de mémoire qui fait ça, le salarié, justement, est classé en invalidité 2e catégorie. Si le salarié vous prévient, qui vous dit « j'ai été classé en invalidité 2e catégorie et qui ne vous dit rien sur la reprise du travail », vous devez effectivement engager, vous devez le convier à une visite de reprise, et cette visite de reprise peut mener justement à une inaptitude et à un licenciement pour inaptitude derrière. Mais si malheureusement, vous n'êtes pas au courant de cette invalidité, votre salarié il est toujours en fait en arrêt maladie, et la seule solution que vous pouvez faire, que vous avez en fait, c'est d'aller sur le licenciement dont j'ai parlé juste avant. C'est un licenciement donc pour absence longue qui désorganise l'entreprise, mais quand on a quelqu'un qui n'est pas là depuis 3 ans, en général, on s'est un petit peu organisé depuis. Donc, du coup, vous avez un de vos critères qui va être un petit peu compliqué à démontrer. Donc, moi, j'aurais tendance à attendre effectivement l'avis d'invalidité 2e catégorie. Alors, autre question. Dans le cas d'une réévaluation d'une invalidité catégorie 1 à 2, est-ce que l'employeur doit forcément lancer une procédure de licenciement pour inaptitude? Voilà. Alors, il ne doit pas lancer une procédure de licenciement pour inaptitude. Il doit demander au médecin du travail d'organiser une visite de reprise, effectivement, à partir du moment où le classement en invalidité catégorie 2 a été prononcé et que vous avez prévenu votre employeur. Il faut lui envoyer en fait l'avis de la caisse. Et là, ça lance une visite de reprise, et c'est au terme de cette visite de reprise que potentiellement on a une inaptitude et potentiellement un licenciement pour inaptitude. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Comme ça, vous pouvez terminer votre dessert tranquillement, boire votre café et puis passer au reste de votre journée. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir assisté à cette présentation. Si vous avez des idées de thèmes que vous voulez aborder lors de prochains webinaires, surtout n'hésitez pas, envoyez-nous des messages via les réseaux sociaux, par mail, postez des choses sur LinkedIn, etc. Nous, on est là pour vous, on est là pour animer ce genre de sessions pour le plus grand nombre et notamment, justement, animer cette collectivité. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Si vous avez des questions sur la présentation également, vous savez où on est, donc vous pouvez nous envoyer des messages également. J'espère vous retrouver sur une prochaine présentation prochainement. Certains d'entre vous, je sais que je les vois bientôt, demain par exemple. Donc, à demain pour ceux que je vois demain. Merci à tous et à très bientôt.